Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rojdi, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 18 novembre 2023, épisode titré Jeffrey Epstein, le promoteur immobilier. Donc, chapitre 12, on va voir l'empire immobilier du clan Gouletta. Le consigliere de la famille des Gouletta, Alan Tesler. Ensuite de ça, le voyage des Gouletta, une famille self-made family oligarch de Chicago qui a voyagé ensuite de ça à New York pour étendre son emprise sur les États-Unis. Le mariage d'Evangeline Gouletta avec le gouverneur Hugh Carey. Vous avez vu ça dans la photo du titre. Les entreprises des Gouletta à New York. Donald Trump, qui fait partie du réseau autour de Jeffrey Epstein. La toile d'araignée des propriétés de Jeffrey Epstein. On va voir aussi comment Elon Musk et la famille Musk est devenue richissime et puissante. Intéressant. Donc, je vais faire un petit peu d'actualité aujourd'hui en plus de ça. La toile d'araignée, c'est ça que j'ai dit. Et pour terminer, l'histoire de deux maisons spéciales. Deux propriétés qui sont voisines et qui nous ramènent donc aux histoires de trafic sexuel autour de Jeffrey Epstein. Donc, on est rendu au deuxième chapitre de ce volume 2, Une nation sous emprise, One Nation Under Blackmail de Whitney Webb, The Sordid Union Between Intelligence and Organized Crime That Gave Rise to Jeffrey Epstein, parce que ce qu'on a vu dans le fond, c'est que Jeffrey Epstein, il apparaît, puis c'est pas lui qui crée rien. Ben, il innove sur certains aspects de l'entreprise, mais tout ce que lui va prendre en main des années 80-90, ça existait déjà. Donc, il fallait qu'on fasse l'histoire des prédécesseurs à Jeffrey Epstein. Donc, c'est la gang à William Bill Casey, Roy Cohn, Louis Rosenstiel, J. Edgar Hoover. Ça devrait commencer à vous venir en tête, ces noms-là. Donc, je vous ai dit, pour prendre le pouvoir dans l'Empire américain, on ne peut plus se baser seulement sur ce qui est politique partisane visible. Il faut faire de la politique profonde, dépasser la métapolitique. Ça prend des géants industriels de notre côté. Ils fournissent des ressources, autant au niveau de leur entreprise, du cash, des jobs, hein, des projets. C'est eux qui les font. S'il n'y a, rien, s'il n'y a pas de géant industriel derrière un parti politique, le parti politique mène à rien. Agence de renseignement, il faut que le parti politique soit fasse du ce qu'on appelle souvent en français de l'intelligence économique. Pour éviter Nortel, pour éviter la C-Series, des désastres qui ont détruit des centaines de familles de jobs au Québec. Ça prend souvent, presque tout le temps, on va dire 95% au niveau des mouvements d'opposition anti-impérialistes. Ça prend des mafias de notre bord. Euh, c'est les muscles qu'on appelle, hein? C'est ceux qui règlent les problèmes au niveau de la rue. Ça prend des médias qui diffusent l'information. Donc, dans le fond, ça prend des ressources, ça prend des ressources humaines, ça prend des infos, ça prend de la distribution d'infos. Ça prend aussi de l'énergie, du cash, de la valeur. Ça prend donc des banques de notre bord qui font les transferts de cash. Ça prend donc du stock de capital, si on peut l'avoir de plein de manières différentes. Mais en général, quand on va dans l'illicite, stocker du capital, c'est dangereux. Que ce soit au niveau numérique, dans une banque de la crypto, ou que ce soit physiquement, donc des coupures de sang
Si tu stockes 100 millions de dollars en coupure de sang, ça prend beaucoup de place quand même. Donc, les gens qui participent à ces réseaux impérialistes ou anti-impérialistes, faut qu'ils stockent cet argent-là. Donc, ils le stockent dans l'immobilier, la drogue, les esclaves, les femmes, les enfants. Donc, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Et ça prend des avocats pour avaliser ces transactions financières, immobilières, blablabla. Donc, on va parler de Real Estate Development, les promoteurs immobiliers. Et là, on poursuit dans le début de ce livre-là sur c'est qui les usual suspects, la clique à Jeffrey Epstein. Donc, la semaine passée, on a vu l'historique, le début de la carrière de Jeffrey Epstein. On a vu que son handler, c'était la famille Barr, le père Donald et William maintenant. C'est lui qui était le chef du département de la justice quand Jeffrey Epstein s'est fait epsteiniser. On va voir dans 3 semaines à peu près Ghislaine Maxwell, la numéro 2, l'héritière de l'Empire Maxwell. Et la semaine prochaine, on va faire 2 semaines. La semaine prochaine et la suivante, le mafieux de Victoria's Secret, Leslie Wexner, qui est dans le fond le grand argentier et mafieux derrière Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, c'est plutôt le bras industriel slash immobilier, le front de Jeffrey Epstein qu'on va voir après Bear Stearns, parce qu'il a continué ses affaires de génie financier, donc sa fraude massive, après avoir quitté Bear Stearns. Ça y prenait un front. La famille des Gouletta. Donc, c'est d'eux qu'on va parler, du réseau autour de la famille des Gouletta aujourd'hui. Donc, en passant, je vous rappelle à la maison que ce podcast est pour les abonnés payants seulement. Donc, après la fin du podcast, je vais rendre le podcast privé et il va seulement avoir une petite partie qui va être accessible gratuitement. Merci à Jean Rouillard et José Gagnon qui a fait un gros don de 100$ cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait à Lux Media, j'essaye de monétiser plus mon travail pour évidemment balancer le budget déficitaire depuis mars de cette année. Donc, j'ai perdu de l'argent cette année pour faire des podcasts. Donc, j'ai besoin de vous. Faites des super chats. Abonnez-vous à mon site yanrojdi.com. Sur YouTube aussi. Ou, évidemment, l'infolettre sur Substack, yanrojdi.substack.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Donc, j'avais-tu quelque chose d'autre à ajouter? Oui, après le podcast, tantôt, je vais faire une petite pause, je vais manger un peu. Et je vais revenir pour faire l'actualité de politique profonde de la semaine. Donc, je vais sortir le document de 66 pages de notes que j'avais fait préparer pour l'émission Réinformation. Donc, on va parler un peu de la vraie actualité. Qu'est-ce qui s'est passé derrière les coulisses? Qu'est-ce qui se trame? J'ai des mauvaises nouvelles pour vous cet après-midi. Je vais peut-être le faire aussi en 2 journées parce que demain, je ne vais pas à l'église. Je vais rester ici. Je vais vraiment travailler d'une manière ou d'une autre. Donc, chapitre 12.1, l'empire immobilier du clan Gouletta. Donc, quand on parle du clan Gouletta, c'est qui? Premièrement, c'est important à dire. Hein? Tu as 2 frères et une sœur. Donc, c'est pas une famille oligarque. C'est des nouveaux riches. Et là, ça devrait déjà allumer une lumière dans votre cerveau quand vous voyez des nouveaux riches qui vont devenir puissants en une génération. Soit que ce sont des génies, soit qu'ils sont backés par des forces impériales. Donc, Victor, Nicolas, les 2 frères, et la sœur Evangeline que vous avez vu dans
le thumbnail, l'image du... donc, elle a fait beaucoup de publicité. Elle aime ça se voir. Donc, c'est quoi cet empire immobilier? Multiple layers of ownership comprised of firms nestled within holding companies and with tendrils that spread out from its capital city of Chicago and spanned from New York City to San Diego. Donc, plusieurs couches d'entreprises, de firmes, des holding companies, des fiducies, avec des tentacules partout de leur QG à Chicago et s'étendant vers New York et San Diego, donc de la côte est à la côte ouest. C'est la puissante famille Gouletta. Donc, les trois ils tiennent des actions dans l'entreprise Ambellos Corp, propriétaire de American Invesco Corp. Ça, c'est le gros véhicule pour cet empire immobilier. American Invesco Corp finance Tamco Holding Company, propriétaire de Tamco Industries Incorporated, qui est leur véhicule industriel. American Invesco Corp finance donc des opérations de takeover d'entreprises, la culture fusion-acquisition des années 80 et comment éviter les créditeurs parce que donc ils avaient la tendance à travers ces entreprises-là se faire des prêts et ne jamais rembourser les prêts, donc faire faillite et il fallait qu'ils développent l'expertise pour éviter dans le fond, les agents de l'impôt, de les recouvrements, peu importe comment que ça s'appelle aux États-Unis, l'IRS, l'Agence de revenus ou la SEC, Security Exchange Commission. Alors, d'où vient la fortune des Gouletta? Début des années 70, on a des archives de journaux qui nous parlent du fait que les frères et sœurs, les frères et la sœur, ont développé une entreprise qui était propriétaire d'appartements et de condos. 76-78, la fortune explose. Donc, de riches à multimillionnaires en 2 ans, en 2-3 ans. C'est très intéressant. Très intéressant. Donc, on a plusieurs hypothèses de travail pour essayer d'établir d'où vient la fortune du clan Gouletta. Donc, premièrement, on pourrait penser que c'est backé par l'argent des transporteurs par bateau, les Greek Shipping Company. Donc, l'argent des oligarques qui transportent les biens avec leur flotte de bateaux immenses, parce que les Grecs, ils ont beaucoup de bateaux, ils ont beaucoup d'îles, c'est un peuple avec beaucoup de bateaux. Ils ont une belle expertise là-dedans. Donc, ça pourrait être de l'argent qui pourrait provenir de là. Exemple, pour supporter ça, un deal à New York pour la tour olympique qui n'a pas fonctionné, mais qui aurait été avec un homme qui s'appelle Aristotle Onassis, richissime marchand paquebot de whatever grec. Il pourrait aussi, les Gouletta, être backés par l'argent du Moyen-Orient, donc les pétromonarchies. Par exemple, des partenaires, ils sont partenaires de JP Construction Company, qui a beaucoup de contrats au Moyen-Orient. Troisième hypothèse de travail, ça pourrait être un front pour la mafia. Donc, la mafia pourrait investir dans les Gouletta, le syndicat national du crime organisé, le Mega Group, la mafia internationale de Robert Maxwell, dont on va parler la semaine prochaine aussi. Le magazine Fortune de 1981 fait un rapport. Il parle d'un congressiste. C'est un rapport d'un congressiste qui s'appelle Benjamin Rosenthal,
chairman du House Subcommittee on Commerce, Consumer and Monetary Affairs. Lui, dans son enquête, le congressiste a retracé l'argent de la fortune à des mafieux grecs de Chicago. Quatrième hypothèse de travail, bulletin qu'on appelle Confidential Intelligence Bulletin de 1978, Los Angeles County. C'est le procureur de district qui fait un rapport, dans le fond, confidentiel pour parler de quoi? De possibilités de lien entre American Invesco, le véhicule des Gouletta, et Briar Management Company. Briar Management Company, qui est un véhicule immobilier pour la mafia de Chicago. Cinquième hypothèse de travail, on a des liens avec Douglas Crocker II. Donc, il a été président pendant longtemps de American Invesco Company, le véhicule des Gouletta, avant la rencontre avec Gouletta, selon le Chicago Tribune de 1987. Le partenaire de business de Douglas Crocker II s'appelait Sam Zell. Sam Zell qui participait à une entreprise qui s'appelle IDC Earlslia, où il y avait d'autres figures intéressantes. Burton Cantor et Ronald Lauder. Les deux, je les ai déjà mentionnés dans ce livre-ci. Donc là, on rentre dans le réseau de mafieux autour de Paul Helliwell en Floride, chapitre 1 du premier volume, donc dès le début. IDC Earlslia est donc comme Castle Bank and Trust, la banque mafieuse de Paul Helliwell en Floride. Donc c'est la version de Chicago de l'union entre les agences de renseignement américaines et les réseaux mafieux. Donc il y a ça en Floride, il y a ça à Chicago, il y a ça en Arkansas, il y a ça en Californie, il y a ça en New York. Faut faire des liens, hein? C'est des réseaux de réseaux. 1983, les Gouletta entrent dans le jeu des fraudes saving and loans qu'on appelle. Ils achètent Imperial Corp, un holding company qui tient Imperial Savings and Loan pour faire leurs histoires de fraude. Le réseau de banques Imperial, c'est 40 banques avec 6,8 milliards d'actifs. Avant Gouletta, c'est la propriété de Saul Steinberg, client de Drexel Burnham Lambert. Donc des noms que j'ai déjà mentionnés dans le monde corporatif mafieux renseignement des années 60-70. Drexel Burnham Lambert et Saul Steinberg. Saul Steinberg est un ami de Michael Milken. Les Gouletta maintiennent donc le système de fraude par des prêts qui ne seront jamais remboursés, le Junk Bond Pipeline. Donc tu lances des bons. Ton entreprise lance des bons. Une autre entreprise achète les bons avec des prêts qu'ils ne rembourseront jamais. Et là, en plus, tu simules donc de la croissance économique. Les prêts sont jamais remboursés. Donc, l'ami de Saul Steinberg continue après avec les Gouletta. Des clients de Michael Milken achètent des bons lancés par les entreprises autour de Imperial Corporation. Et ces clients ne seront jamais remboursés. Effondrement de Imperial en 1990. Les clients donc de Michael Milken financent, par exemple, comme Fred Carr. Et son entreprise First Executive Corporation en 1990 détiennent 10 milliards de dettes vendues par Drexel Burnham Lambert.
et qu'ils n'auront jamais, qu'ils n'auront jamais cet argent-là dans leur poche. En 1991, Imperial est insolvable et on découvre highly irregular business activities that appears to have indicated a large-scale case of stock manipulation. Donc, en plus de ça, ils manipulent les marchés boursiers. L'auteur Peter Bruton écrit sur les événements qu'il y a eu une tentative pour sauver le complexe corporatif Imperial Corp en 1987. Dirigé par Larry Measle et MDC Holdings. MDC Holdings, client de Michael Milken, et MDC Holdings qui a levé 700 millions de dollars de bons qui n'allait jamais faire de l'argent vendus par Drexel Burnham Lambert. Donc, une autre entreprise autour qui injecte du capital pour sauver la banque, mais ça ne marche jamais. Donc là, on parle de MDC Holdings, qui est une entreprise de construction spécialisée dans les maisons unifamiliales, home construction, qu'on appelle. C'est c'est qui le gestionnaire financier de, comment il s'appelle déjà? Larry Measle, chez MDC Holdings. Il s'appelle Calvin Eisenberg, ancien employé de la firme d'avocats de Burton Cantor, chapitre 1. Donc, Burton Cantor, c'est l'agent, l'opérateur sur le terrain de Paul Helliwell au niveau de l'Union des mafias et des agences de renseignement en Floride. Donc, c'est officiel. On voit deux réseaux interconnectés. Le réseau de banques mafieuses proches des agences de renseignement de Paul Helliwell, Burton Cantor, et le réseau de Douglas Crocker II. Et les deux ont donc des tentacules à Chicago. Ils ont une interconnexion là au niveau du crime organisé, des agences de renseignement et des marchés immobiliers locaux. Entre novembre 87 et février 88, MDC Holdings achète massivement des actions de Imperial. Le stock, le coût de l'action monte de 7,5$ à 12,5$. Ensuite de ça, ils vont revendre les actions entre juin et septembre de la même année pour faire un gain en capital nominal rapide. Et évidemment, quand on a ce genre de manipulation boursière, il y a des alertes qui sont lancées dans le gouvernement. Donc, un mois après la vente des actions, en octobre 88, enquête ouverte. Donc, on parle ici de potentiel daisy chain. Donc, utiliser plusieurs compagnies pour faire stimuler la croissance, acheter, faire des fraudes, des saving and loans, faire croire qu'il y a beaucoup de capital quand ils n'en ont pas. En tout cas. On découvre donc que dans ce daisy chain de MDC Holdings, il y a plusieurs banques dont on a déjà parlé dans plusieurs podcasts maintenant. Silverado Savings au Colorado. La banque de Charles Keating Lincoln Savings en Californie. San Jacinto Savings de Dallas. Et Saltmark, qui est un autre banque, un autre complexe de banques. Une daisy chain qui simule un flot de capitaux, illusion de croissance économique. C'est de l'économie magique. Faire de la manipulation boursière. Tous les clients des junk bonds de Drexel Burnham Lambert, plus les clients de Michael Milken, tous ces gens-là sont clients de ces banques-là. Très intéressant, hein? Un des avocats de
Silverado Savings s'appelle Norman Braunstein, client de MDC Holdings. Euh, un de ses clients est MDC Holdings. Norman Braunstein a aussi comme client American Invesco de la famille Gouletta et Norman Braunstein, l'avocat de Silverado Savings, a aussi comme client Edward de Bartolo, qui est un mafieux dans le réseau de Leslie Wexner, dont on va parler chapitre prochain la semaine prochaine. Le président de Saltmark, le quatrième complexe bancaire autour de ce réseau-là, a comme VP et Chief Loan Officer un Joseph Groz, ancien de American Invesco, la compagnie des Gouletta, mais pas sous les Gouletta. Lui, il était sous les prédécesseurs des Gouletta, Douglas Grocker II. Il est aussi... non, en fait, lui, il est VP de Saltmark et Chief Loan Officer de San Jacinto Savings. Donc, il est présent dans 2 banques. Les Gouletta, les 2 frères, la sœur, ont donc acheté des parts dans un système de fraude financière, bancaire, boursière massif. Un schéma de pump and dump qu'on appelle... qui a été construit par la mafia et les agences de renseignement, un réseau qui existait déjà. Donc, ils sont seulement... Ce qu'on voit, c'est la nouvelle garde. Donc, on a vu qu'en 2023, on est rendu à 4 générations de mafieux, opérateurs de renseignement et oligarques. Donc, on voit un changement de garde. Ceux qui détenaient tout à l'époque, jusqu'à, mettons, fin des années 70, c'était la seconde génération. Et rendu des années 80, sous Ronald Reagan, le premier espion putché, le premier asset qui a été mis au pouvoir pour les oligarques et la CIA, Ronald Reagan, c'est là qu'ils ont été capables de faire le changement de garde dans toutes leurs opérations. Alors maintenant, allons voir le consigliere des Gouletta, chapitre 12.2, Alan Tesler, l'avocat des Gouletta. Durant l'effondrement du complexe Imperial Corp, Alan Tesler va être nommé Chief Executive Officer, CEO, pour restructurer Imperial Corp. Il ne réussira pas. C'est un spécialiste des fusions-acquisitions qui vient de New York, une firme qui s'appelle Shea Gould, déjà mentionné dans le livre. Shea Gould a comme client Carmine De Sapio, qui est un proche associé de Frank Costello, mieux connu sous le nom de Vito Corleone, le parrain. Carmine De Sapio, ami personnel de Roy Cohn. Carmine De Sapio, qui est le dernier boss officiel de la société secrète du Parti démocrate de la côte est américaine, Tammany Hall, les chevaliers de Saint-Colombien, je pense que c'est quelque chose de même, mentionné au chapitre de Roy Cohn, le chapitre 4. Les partenaires de Shea Gould, on a Thomas A. Macioce, qui est un spécialiste anticorruption provenant de la Banque du Vatican. Il est arrivé là en 1989. Thomas A. Macioce est sur le board de Allied Stores et sur le board de Capital Cities. Capital Cities, qui est propriétaire de
American Broadcast Corporation, la chaîne ABC, à partir de 1985. Sur le board de Capital Cities, il y a aussi William Bill Casey, entre 1976 et 1981, directeur de la CIA à partir de 81, mais il continue à posséder des parts dans la chaîne ABC. Donc, William Bill Casey a comme avocat et ami personnel Milton Gould, cofondateur de Shea Gould, et William Bill Casey, c'est lui qui introduit Milton Gould à William Shea dans les années 60 et il leur donne l'idée de partir leur firme d'avocats Shea Gould. Donc Shea Gould, c'est la firme d'avocats de William Bill Casey, le vrai président des États-Unis de 80 à 88. Shea Gould est donc la firme d'avocats de Bill Casey, le vrai président des États-Unis. À un moment, Alan Tesler devient counsel, donc avocat des Gouletta dans cette histoire-là. Donc, il y a une fusion du réseau des Gouletta mafieux de Chicago et le réseau de William Bill Casey, un changement de garde, probablement avant l'achat de Imperial Corporation, fin des années 70, au même moment que la fortune des Gouletta explose. Quand je vous ai dit, c'était 76-78. Donc, on peut conclure assez facilement que c'est pas ou la mafia ou des oligarques internationaux ou les agences de renseignement. La fortune des Gouletta provient des trois en même temps. À la même époque, Alan Tesler a un autre client. Le consigliere des Gouletta a un autre client. Un certain Dr. Earl W. Bryan. Earl Bryan, le maître espion américain qui a volé le logiciel Promise, modifié le logiciel Promise avec l'aide de Michael Riconosciuto. Il l'a modifié pour le compte de la CIA et du Mossad afin de le revendre aux industriels, aux banques partout sur la planète afin que la CIA puisse connaître toutes les transactions financières des marchés sur la planète avant tout le monde. On a vu ça, ce scandale-là, l'affaire Promise, l'affaire Insla, chapitre 9. Donc là, on vient de faire un autre lien. En 1990, l'entreprise de Earl Bryan, l'entreprise qui s'appelle Infotechnology, est sur le point de s'effondrer et c'est Alan Tesler qui va devenir co-CEO pour restructurer l'entreprise. Quand il parle de restructurer, c'est tu divises l'entreprise, tu vends des filiales et tu fais des faillites quand ça marche pas. Selon l'aveu de Tesler, impliqué depuis 1977, qui est impliqué depuis 1977, à l'époque où Earl Bryan était président de Xonix, Xonics. Xonix qui a été poursuivi par la Security Exchange Commission pour manipulation de marché, manipulation des prix des actions artificiellement, faire hausser la valeur des actions, comme on a dit, le pump and dump, afin de lever de l'argent pour des fusions-acquisitions. Donc, Alan Tesler arrive comme consigliere des Gouletta, non pas comme un petit jeune avec pas beaucoup d'expérience, mais plutôt comme un opérateur aguerri qui existait avant, qui travaillait déjà
dans des opérations avant. Donc, après l'effondrement de la firme Xionyx de Earl Bryan, il va travailler avec sa filiale Hadron, impliqué dans la tentative ratée de l'acquisition du logiciel Promise du chapitre 9. Faut que je revienne à ça parce qu'il y a des détails qu'on va revisiter aujourd'hui. L'affaire Insla, parce que l'entreprise, c'était l'entreprise Insla fondée par William Hamilton et sa femme, des anciens spécialistes en cryptographie, je pense de la marine américaine ou de l'armée américaine en tout cas. Vous me pardonnerez s'il y a un petit flou ici. William Hamilton donc se fait voler le logiciel par Dr. Earl W. Bryan, maître espion. Dans le sens que le département de la justice américain, département d'énergie, toutes les agences gouvernementales, les laboratoires de Los Alamos, Sandia Labs, vont commencer à utiliser le logiciel sans payer de licence à l'entreprise Insla. Donc, Hamilton va poursuivre l'entreprise. Il accuse l'entreprise, le gouvernement américain, en fait. Et ils accusent aussi des entreprises front de ces espions-là. Donc, par exemple, l'entreprise 53rd Street Ventures, qui possède des parts dans Insla. Donc, dans le fond, William Hamilton, ce qu'il soutient, c'est qu'il y a des gens qui sont des partenaires d'affaires dans sa business qui ont fuité le logiciel. Donc, qui ont participé à la conspiration de Dr. Earl Bryan, son entreprise Hadron, le département de la justice pour voler le logiciel Promise. Le fondateur propriétaire de 53rd Street Ventures est Daniel Tesler, le frère de Alan. Et Daniel Tesler est dans la firme d'avocats de Shea Gould, la firme d'avocats de William Bill Casey. Ces allégations sont confirmées par sa femme, Patricia Cloherty. Revenons donc au dénouement de l'histoire de l'affaire Insla, l'affaire du logiciel Promise, au chapitre 9. Je vous avais parlé du rapport, le faux rapport de Nicolas J. Boua, où il a répondu à ces allégations en disant tout ça c'est faux, ça n'existe pas. William Hamilton a répondu au rapport Boua. Il a fait un rebuttal of the Boua Report envoyé par ses avocats où il a prouvé avec des éléments de preuve qu'il y a des liens collègues d'affaires entre les entreprises des frères Tesla. Mais il n'a pas évoqué dans ce rebuttal-là le lien de parenté. Donc, on ne sait pas à 100%, mettons qu'on va dire 80% certain que c'est le frère de Alan Tesla, mais on n'a pas de preuves hors de tout doute. Chapitre 9. On a parlé de la modification du logiciel Promise où ça s'était fait par Michael Riconosciuto. Ça s'était fait sur la réserve Cabazon en Californie, dans la ville d'Indio. La réserve de Cabazon qui a comme propriétaire un mafia boss qui s'appelle John Nichols, possible asset de la CIA. Pourquoi je dis que le propriétaire de cette réserve est un mafieux? En général, c'est parce que quand tu n'as pas de vrai gouvernement démocratique avec des contre-pouvoirs, donc dans une réserve autochtone, tu as des chefs de bande qui sont des petits barons, des ducs, et tu as des mafieux qui sont aussi des petits barons et des ducs. Où il gouverne, John Nichols, il est gestionnaire, manager du hall de bingo de la réserve Cabazon et aussi le futur développeur d'un projet de casino à cette époque-là. Donc de 81 à 83, c'est lui et son partenaire d'affaires
G. Wayne Reader, qui sont projetés pour être les développeurs d'un casino dans la réserve. Ça, c'est une bonne nouvelle quand tu veux une rente dans ta réserve, puisque tu es un petit baron slash un petit duc. Donc, John Nichols et G. Wayne Reader veulent construire un joint venture avec la réserve autochtone et la corporation Wackenhut, dont on a parlé au chapitre des réseaux de Clinton, hein? Et aussi de l'affaire Promise. Je suis pas mal certain. Wackenhut Corporation avec d'autres entreprises. Wackenhut Corporation qui a participé donc aux histoires de recherche d'armement, développement d'armement, manufacture d'armement dans le dos de toute la planète. Donc c'était avec la compagnie qui fait les parcomètres, Parkometer. On a caché la recherche, le développement, la manufacture et le trafic aux quatre coins de la planète d'armes dans les guerres clandestines du vrai président des États-Unis, William Bill Casey, le président sioniste. Ce qu'on peut dire, dans le fond, c'est que depuis 1980, l'Empire américain est gouverné et occupé par l'oligarchie sioniste. Cabazon, la réserve de Cabazon, c'est à ce même endroit qu'on a eu une visite des contrats pour observer une présentation de déploiement d'armement développé par l'entreprise Parkometer et Wackenhut Corporation. En septembre 81, avant la consolidation des trois entreprises de trafic Iran-Contra. Donc, la visite des contrats-là, elle s'était faite avant qu'on ait les réseaux secrets mafieux de la CIA qui commencent à trafiquer des armes, de la drogue. Donc, ils envoient des armes en Iran, en Amérique centrale chez les contrats, et ils ramènent aux États-Unis de la drogue pour faire de l'argent. Donc, la visite des contrats précède la formation des trois réseaux de trafic d'armement de drogue. C'était quoi les trois réseaux? The Enterprise, le réseau de la BCCI, le réseau des trafiquants sionistes et de la famille Bush, donc des Texans, de l'oligarchie texane. Ça, c'était le supermarket basé en Amérique centrale. Et le troisième réseau, on l'a vu, c'était The Company, un autre réseau qu'on a vu, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant. Au meeting des contrats sur la réserve Cabazon, on avait deux généraux des contrats, un représentant de la réserve de Cabazon, le président de l'entreprise Armtech et deux figures importantes, Dr. Earl Bryan et J. Wayne Reader. Selon un rapport de renseignement du procureur de district de Riverside, Californie, un document officiel, on a la plaque d'immatriculation de la Rolls-Royce blanche de 1981 qui a été utilisée par le Dr. Earl Bryan et J. Wayne Reader pour aller visiter les opérations de Armtech. Si je reçois un super chat de 25$, je vais vous révéler le numéro d'immatriculation de la plaque de l'auto en question. Donc, c'était un petit jeu. Un petit jeu. Donc, G. Wayne Reader, emprunteur prolifique chez Silverado Savings, mentionné plus tôt dans le schéma de Pump and Dump des Gouletta, a comme collègue Herman Beebe,
Jay Winreader a eu un défaut de paiement de 14 millions de dollars pour un prêt à la banque Silverado Savings. Herman Beebe, c'est le roi de la fraude. J'en ai déjà parlé. Donc, c'est lui un peu qui a créé la plupart des schémas pump and dump pour les banques savings and loans dans les années 60. En 1985, on a un rapport du Comptroller of the Currency qui liste San Jacinto Savings dans les banques utilisées pour le réseau de fraude bancaire de Herman Beebe. Il implique aussi, on implique donc aussi les Gouletta, MDC Holdings, Lincoln Savings et Silverado Savings. Herman Beebe détenait 62% des parts de l'entreprise Saltmark, autre entreprise de fraude des Gouletta. Lui détenait des parts série E Preferred Stocks. Mais là, on s'épivarge. Revenons à Alan Tesler. En 1987, il joint le board de la mafia de Lexley Wexner de Limited. On va en parler dans les 2 prochains chapitres. Donc, 87, c'est une année clé. C'est la même année que Jeffrey Epstein fait son changement de garde. Donc, il arrive dans l'entourage de Robert Maxwell et des autres. 3e génération d'espions de Hassett qui a pris les rênes des opérations sous Reagan. 1987, la même année où Jeffrey Epstein va commencer à partager ses bureaux à la Villard House avec Evangeline Gouletta. Donc, Alan Tesler est dans le petit carnet noir de Jeffrey Epstein. Il a 2 adresses, 4 numéros de téléphone et de maison. Par exemple, il a un numéro de téléphone maison pour l'entreprise Data Broadcasting Corporation, compagnie rachetée par Infotechnologie de Dr. Earl Bryan en 1987, encore une fois. Chapitre 12.3. Le clan Gouletta arrive à New York. Je vais juste voir si j'ai du monde sur mon YouTube, sur mon site web. Est-ce que j'ai du monde qui m'ont envoyé quelque chose ici? On va mettre ça ici comme ça. Right. Donc, à partir de maintenant, après 48-49 minutes, le podcast sera... Je vais mettre ça comme ça, je vais pouvoir le voir à l'écran. La suite du podcast est seulement pour les abonnés payants. À la fin du podcast, ça va disparaître. Donc, je vais faire un petit clip et ensuite de ça, le reste, ça va être seulement si vous payez 5$ par mois, c'est un café. Un café par mois pour avoir accès à toutes ces informations-là. En passant, c'est la première traduction non officielle de ce livre. Hein? Le livre il est sorti l'année passée. 2022. Mai 2022, si je me souviens bien. Donc, ça fait un peu plus d'1 an à peine qu'il est sorti. Il n'y a personne qui en parle ou presque. Il y a Ken Pereira qui est au courant. C'est tout. Donc, les Gouletta arrivent à New York. On rentre dans le monde de Hugh Carey, le gouverneur de l'État à l'époque. Evangeline